Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter les résultats qui aboutissent à plus de 3 ans et demi de travail. Sur ce sujet, qui s'intitule Signature morpho-sédimentaire de la dynamique juxtaglaciaire à la transition de front glaciaire marin intéresse le cas de la côte nord du Québec, estuaire et golfe du Saint-Laurent. Donc, cette présentation se décompose en 5 temps. Donc, le premier, ce sera une brève introduction qui sera suivie par une présentation des différentes méthodes et données pour répondre à cette problématique, suivi des deux parties majeures de ce travail que sont les cannelures de la côte nord du Saint-Laurent, ainsi que le complexe sédimentaire de Pentecôte, et on terminera par une synthèse, quelques conclusions et on évoquera quelques perspectives. Afin de vous donner un contexte en quelques points sur ce sujet de recherche, dans un contexte actuel de réchauffement climatique global, avec plus 1,5 degré qui est annoncé dès 2030, d'après le dernier rapport du GIEC, le sixième rapport, peu importe, peu importe les réductions, les efforts de réduction des émissions de CO2, la question qu'on pourrait se poser, c'est dans quelle proportion les inlancistes modernes pourraient être impactés dans leur retrait, quels sont les facteurs qui dominent au cours notamment de leur transition marin-continentale. Et donc, c'est une nécessité pour améliorer la compréhension des dynamiques de retrait actuelles de s'intéresser aux anciennes glaciations, qui est du coup au cœur de ce projet-là, et de mieux comprendre du coup pour la dernière déglaciation sur l'île Laurentidien au niveau de l'Amérique du Nord, comment ça se passe, quel est le calendrier, etc. Je vous ai remis donc cette vidéo qui illustre un effondrement catastrophique de la marge glaciaire du glacier Ilulissat en Groenland, qui a été filmé en seulement 75 minutes. Donc là, la marge glaciaire fait plus d'1 kilomètre d'épaisseur, et c'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment avoir des retraits très rapides avec d'énormes volumes de glace qui sont ensuite qui vont contribuer à la hausse du niveau marin global. Pour redonner un contexte donc à cette zone d'étude, la zone d'étude du travail de cette thèse, donc elle est située dans l'encadré rouge ici. Donc on est sur la partie orientale du Québec, une province régionale du Canada. Et donc il y a 20 000 ans, au niveau du dernier maximum glaciaire, DGM, donc là on voit l'extension en blanc de l'Inensis laurentidien. Donc c'était le plus grand Inensis de l'hémisphère nord à cette époque-là, et donc il avait des effets considérables sur du coup le climat global et lors de sa disparition sur la hausse du niveau marin. Si on fait un zoom sur cette zone d'étude actuellement, donc là je vous disais tout à l'heure qu'on avait deux parties principales dans cette thèse. La première, donc la partie A qui concerne les cannelures de la côte nord du Saint-Laurent, donc qui se situe le long de la côte nord du Saint-Laurent, bordant l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Donc c'est l'encadré bleu que vous voyez ici. Et la partie B, donc qui s'intéresse à l'étude du complexe sédimentaire de Pentecôte, là, du coup, c'est l'encadré orange que vous voyez là. C'est une zone spatiale un petit peu plus restreinte qui fait partie de la première zone. Pour vous donner un contexte de déglaciation, avant du coup de vous parler de mes données et de mes résultats. Donc là, c'est il y a 20 000 ans. Donc, comme la première carte que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là, on fait un petit zoom plus régionalement. Du coup, la zone d'étude est remise dans l'encadré rouge et on voit que les flux d'écoulement glaciaire, donc c'est-à-dire les flux, la direction de l'écoulement de la glace, est redirigée vers le chenal laurentien. C'est un système bathymétrique très profond qui va aspirer du coup les lignes de flux d'écoulement glaciaire. Et on a du coup des dépôts de sédiments glaciogènes qui sont au niveau de la pente continentale. Quelques milliers d'années plus tard, vers 15 000 ans, à l'échelle de la zone d'étude également, donc là, on voit qu'on a une ouverture du coup du chenal laurentien, du golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent en eau libre, c'est-à-dire que on va avoir des icebergs qui vont s'arracher de la marge qui est à ce moment-là une marge marine et qui vont du coup dériver et sortir vers le chenal laurentien. Ce qui est important de noter là, c'est qu'on a du coup un réalignement des lignes de flux au niveau de la côte nord qui vont arriver de manière superperpendiculaire à l'escarpement côtier actuel de la côte nord, en tout cas. Ça, c'est important, cette petite phrase-là, pour bien comprendre ensuite, du coup, les cannelures de la côte nord du Saint-Laurent. Quelques milliers d'années plus tard, donc vers 9000 ans, on est désormais en marge continentale. Donc là, la transition marin-continentale s'est effectuée et on a du coup une chute progressive relative du niveau marin relatif. Donc, c'est une thèse pluridisciplinaire entre sédimentologie et géomorphologie glaciaire.
Et si on peut reformuler rapidement cette problématique, donc c'est comment se comporte le glacier lors d'un passage d'un front de position marine à une position continentale. Donc là, je vous ai mis les trois figures de l'ONU en 1995. On voit qu'on a sur la figure A, donc un glacier qui est avec une marge marine flottante en mer. Ensuite, on passe sur un type de ice contact delta. Donc c'est un système qui est au contact avec la marge marine. Et la dernière étape, donc le glaciofluval delta, c'est quand on est séparé, donc on a effectué la transition. Et on a des systèmes, il faut imaginer ça comme des rivières qui transportent l'eau et les sédiments du coup, vers le golfe du Saint-Laurent. Pour les méthodes et données, donc on va utiliser pour répondre à cette problématique de nombreuses données d'échelle spatiale variées. Et donc, pour, par exemple, illustrer donc, les données bathymétriques, donc, c'est-à-dire c'est des données issues des fonds bathymétriques sous-marins, où on a, par exemple, donc là, c'est l'estuaire du Saint-Laurent avec donc, le chenal laurentien, comme je le disais tout à l'heure, qui était capable d'aspirer au niveau du dernier maximum glaciaire les lignes d'écoulement glaciaire, avec une profondeur de plus de 370 mètres, plus de 370 mètres, et on voit qu'on a du coup des lignes de plateformes côtières de part et d'autre autour de 100-150 mètres, qui sont importantes parce qu'elles ont permis, en tout cas, elles sont un facteur qui peuvent stabiliser la marge lors de son retrait. Et là, je vous ai remis donc des prismes de lignes d'ancrage au large du complexe sédimentaire de Pentecôte, qui, elles, sont la signature d'une phase de stabilisation en domaine marin de la marge. Une analyse géomorphologique également qui a été faite avec donc des données LIDAR qui sont en open access grâce au site du gouvernement depuis 2017. Donc, elles ont permis une cartographie systématique des canyons de la côte nord, une cartographie détaillée des géomorphologies sur le toit et à proximité du complexe sédimentaire de Pentecôte, ainsi que des systèmes morainiques associés. Donc là, vous voyez sur les deux figures, donc là, c'est une vue satellite classique et avec les données LIDAR qui permettent de nous soustraire de la végétation. On voit donc les cannelures sur cet escarpement côtier qui ressort vraiment bien, les formes érosives. Et là, je vous ai remis une petite carte de l'amont du CSP. On voit qu'avec les données LIDAR, donc là, c'est un ombrage facilement. Donc là, par exemple, une moraine, des kettles, des terrasses fluvioglaciaires sur le toit. Et donc là, on a l'incision de la rivière Pentecôte dans les dernières phases. On y reviendra par la suite. Autre type de données employées, donc l'imagerie drone qui a permis une prospection plus précise. En tout cas, le terrain, c'est de la forêt primaire, c'est difficile d'y accéder. Et donc, l'imagerie drone nous a permis, lors de la campagne de juin 2021, de pouvoir répertorier du coup les différents affleurements disposés le long des deux rivières qui incisent le complexe de Pentecôte. Et ensuite, on a pu faire une sélection des affleurements majeurs, en tout cas ceux où il fallait aller sur la seconde campagne en septembre 2021. Donc là, je vous ai remis l'affleurement P3, qui est un gigantesque cirque qui fait plus de 100 mètres de hauteur. Donc l'imagerie drone a permis dans un second temps d'utiliser de la photogrammétrie 3D. Donc elle permet donc là les différentes petites coupes A, B, C, D, etc. Ce sont en fait des petits logs sédimentaires, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un seul bloc sur une même tranche verticale. Et la photogrammétrie 3D, notamment, elle a permis de venir restacker de façon précise sur une échelle verticale et donc de pouvoir créer un log cohérent et un log qui a le plus d'informations possible, en tout cas, pour, pour représenter cet affleurement qui est gigantesque. On a aussi utilisé donc, des datations sur différentes coquilles, des datations radiocarbone, qui ont été notamment faites par le laboratoire de radiochronologie de l'Université de Laval. Là, on va passer sur les deux projets importants qui ont constitué ce projet de thèse. Tout d'abord, donc, les canyons de la côte nord Saint-Laurent, où je vous ai remis donc, l'extension spatiale donc là, la zone bleue qui fait plus de 500 km de large. Si on doit définir en quelques points donc, les canyons de la côte nord du Saint-Laurent, donc c'est des morphologies qui sont formées par érosion sous-glaciaire, c'est-à-dire à l'interface entre le glacier et le substratum rocheux. Il faut imaginer lorsque le glacier glisse sur du coup le sol, on va avoir une pression qui est élevée donc, et qui va former du coup, dans certains cas en tout cas, une forme abrasive d'érosion sous-glaciaire. Donc là, c'est le cas. Elles sont d'échelle métrique à décamétrique et elles s'alignent toujours dans le sens de l'écoulement glaciaire. Certaines d'entre elles étaient déjà connues, notamment certaines pour des activités touristiques. Je pense à la baie du Garde-Feu ou une via ferrata touristique qui du coup longe ces canyons. Donc ce travail a été, grâce aux données LIDAR,
l'objectif de faire une cartographie systématique qui n'avait jamais été faite avant des crêtes de cannelures. On a pu cartographier plus de 1200 de ces morphologies-là le long de la côte nord. La répartition, on a rapidement observé qu'elles ne sont pas n'importe où, n'importe comment. On les retrouve toujours donc, sur l'escarpement côtier qui est actuel, donc qui ne l'était pas à l'époque, puisque le niveau marin était plus haut il y a 20 000 ans, et donc on était sous-marin. Donc je vais revenir après sur le modèle de formation des cannelures. Elles sont réparties en 5 zones. Donc vous voyez les zones de Tadoussac ici, donc les cannelures sont en bleu. Tadoussac, Forestville, Bécomo qui sont dans l'estuaire du Saint-Laurent, ainsi que les cannelures de Port-Cartier-Sétilles qui sont dans le golfe du Saint-Laurent. Elles sont exclusivement, donc, comme je vous disais, sur la bande côtière, dans le premier kilomètre. J'ai pourtant prospecté jusqu'à plus de 200 kilomètres à l'intérieur des terres. Je n'ai jamais retrouvé ces morphologies-là. Leur longueur moyenne est de 70 mètres jusqu'à 236 pour les plus longues. Ils ont un pendage moyen homogène entre chaque secteur, qui est compris entre 0 et 20 degrés, dirigé vers du coup l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Pour leur gamme altimétrique, elles sont comprises entre moins 50 et plus 136 mètres, soit sous la limite marine maximum qui était aux alentours de 135 à 150 mètres. Pour illustrer, c'est le dernier point. Donc là, je vous ai mis différentes coupes topographiques aval, amont. Et là, vous voyez en rouge, donc c'est une cannelure de différents secteurs. En pointillé bleu, donc c'est la limite marine maximum. Donc on voit bien qu'elles sont toujours en dessous. Et sur ce premier escarpement, je définis, donc, par exemple, à Baie des Rochers, on voit qu'on a un deuxième escarpement qui est presque au niveau de la limite marine, mais on ne les retrouve pas. C'est le cas, par exemple, aussi à la vue de Tadoussac, où on a un escarpement significatif à l'amont. C'est pareil, il n'y en a pas. Baie d'Anglais, même chose. Donc voilà, c'est différents paramètres qui s'accumulent et qui vont permettre en tout cas de mieux définir notre modèle de formation. Si on s'intéresse un peu plus de leur répartition à l'échelle locale, donc là je vous ai mis une figure qui représente plusieurs cartes de mégacannelures. Donc là on voit que c'est toujours à l'aval, différentes formes incisives. Elles s'assemblent en champ de 2 à 3 cannelures à une trentaine de cannelures et préférentiellement donc, sur des promontoires rocheux. Qu'est-ce que sont les promontoires rocheux? L'escarpement, ce n'est pas une falaise linéaire sur 500 km. Elle va être du coup avoir un héritage, probablement issu d'anciennes glaciations, où on a du coup des creux, des crêtes, enfin en tout cas une morphologie qui est dentelée. Et ces cannelures-là vont souvent, en tout cas vous voyez sur le profil, elles sont souvent sur les crêtes. Il faut imaginer que c'est plutôt ici que le glacier va appuyer davantage. J'en reviendrai sur la dernière diapo des cannelures pour vous présenter le modèle. Quelques particularités. Donc, ils ont une association particulière avec les formes P. Qu'est-ce que c'est que les formes P? C'est des formes moulées plastiques, c'est-à-dire, on peut imaginer ça comme issu de l'hydrologie sous-glaciaire. Donc, ça va être une couche d'eau qui circule, par exemple, entre le glacier et le substratum rocheux, sous pression due à la force du glacier. Mais c'est pas seulement de l'eau, ça peut être aussi une glace. Lorsque le glacier coule, on a un échauffement et donc on a une glace un peu plus plastique, plus molle, j'ai envie de dire, plus plastique, qui peut avoir cette morphologie en incisant des sortes de vortex. Donc c'est des morphologies beaucoup plus arrondies et non pas alignées comme les cannelures qui sont des morphologies plutôt abrasives. Donc là, par exemple, donc les morphologies, donc les formes P, recoupent et sont recoupées par les cannelures, ce qui signifie qu'elles sont diachrones en termes de phase, abrasion et d'hydrologie sous-glaciaire. Donc par exemple, là, on a une cannelure qui incise un cafetot, donc c'est une ancienne forme P. Là, c'est la même chose. Ce sont deux formes P qui ont été reprises par une cannelure. Et donc là, on voit bien des stries, donc c'est bien un mécanisme d'abrasion sous-glaciaire. Et là, par contre, autrement, on a une cannelure, donc là c'est une crête de cannelure qui a subi un arrachage de bloc au niveau de sa crête et elle a été reprise ensuite par l'hydrologie sous-glaciaire. Donc il faut imaginer que soit les mécanismes forme P arrivent avant ou après, ou alors s'ils sont pendants, ils sont probablement redirigés. D'autres particularités avec les contraintes latérales, donc c'est-à-dire que là vous voyez sur cette vue 3D, vue en tout cas au niveau de l'estuaire du Saint-Laurent, donc là c'est la mer en gris, ici, que je dis. On a la baie du Garde-Feu et l'anse de Saint-Pancras, et ce qu'on remarque, c'est de part et d'autre de la baie, on va avoir des cannelures qui ne font plus des formes de creux, crête, creux, mais qui ont des épaulements. Donc on va avoir un creux, puis un épaulement, puis une sorte de creux. Et ça, c'est dû en fait au glacier qui va s'adapter du coup à la topographie existante, de baie et d'anse. Ce qui est assez important de retenir, c'est qu'on ne trouve pas de cannelure vraiment au creux des anses ou des baies, ce qui signifie que le glacier est quand même suffisamment
peu épais pour rentrer dans ces baies, dans ces anses, mais pas assez, en tout cas, pour passer complètement, enfin, pour passer au-dessus. Et donc, on a une morphologie qui est là seulement sur le premier escarpement côtier. D'autres particularités avec des phases abrasives, au niveau du port de Baie-Comeau, on a deux champs de cannelure, c'est exceptionnel, qui sont reliés sur un profil amont-aval. Elles peuvent en tout cas expliquer des phases d'abrasion distinctes. Donc, par exemple, un des modèles explicatifs serait la variation du niveau marin. C'est-à-dire que lorsqu'on a un niveau marin haut, on va avoir un appui du glacier plutôt sur le sommet de l'escarpement et on va former ce premier champ de cannelure ici. Quelques milliers d'années plus tard, on a du coup une chute relative du niveau marin relatif, quelques centaines d'années, avec du coup un niveau marin plus bas qui va forcer le glacier à descendre l'escarpement et qui force une abrasion du coup en pied d'escarpement. Ces deux phases-là peuvent aussi être séparées d'une glaciation. C'est pas forcément la même glaciation, mais en tout cas, elles prouvent qu'on n'a pas, en tout cas, qu'on a deux phases d'abrasion distinctes. Les épaulements, qui sont aussi des particularités. Donc, faut imaginer donc les camions où c'est normalement, dans un cadre général, le creux crête de façon assez sinusoïde, mais c'est pas toujours le cas. Donc ici, par exemple, on a un épaulement intermédiaire sur la crête de la cannelure. On voit donc la pointe au boulot et avant sa bouchée, et ça peut être expliqué de deux manières différentes. C'est dans tous les cas des phases abrasives distinctes et peut-être successives. Donc, par exemple, on part d'une sorte de schéma classique de cannelure et on va avoir une abrasion plus forte, enfin, en tout cas une concentration de débris sous-glaciaires, sous-glaciers, qui vont être plus concentrés et qui vont venir encaisser le creux de manière plus forte. C'est pour ça qu'on retrouve un épaulement. Autre explication, c'est avec une deuxième phase d'écoulement, qui a un glacier avec une base, en tout cas plus rigide, plus froide, qui va venir, voilà, excuse-moi, rectifier les crêtes. Et ça peut aussi créer cet épaulement. Pour Pointe-à-Boulot, c'est plutôt le cas A. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment des crêtes qui sont vraiment encore pointues au niveau de la crête de cannelure. Pour l'anse à boucher, bah, c'est sûrement un mix des deux. Avec donc parce que la crête est rectifiée, mais on a quand même, on voit un encaissement plus fort, en tout cas une, une forme concave plus mature. Donc, avant de vous présenter le modèle de formation des cannelures, je reviens sur quelques clés de compréhension qui sont nécessaires. L'altimétrie implique une épaisseur de glace de plusieurs centaines de mètres, ainsi que notamment ce qu'on voyait avec la baie du Gardefeu Lens de Saint-Pancras, avec la capacité du glacier à rentrer dans ces morphologies-là du premier ordre. Et ça nous donne un glacier d'une épaisseur de plusieurs centaines de mètres à moins d'1 kilomètre, parce qu'il aurait été beaucoup plus épais, il se serait passé totalement, on n'aurait pas ces phases abrasives-là le long du littoral. La distribution sur les faces aval de proéminence rocheuse, c'est aussi une particularité assez importante parce que si on avait du coup des processus qui venaient de l'amont, par exemple une accélération du glacier à l'amont dans certaines zones, ça nous impliquerait qu'on aurait ces morphologies-là aussi à l'amont de l'escarpement et pas seulement sur les faces aval. Donc ça signifie qu'on a une érosion rétrograde qui vient plutôt d'une déstabilisation de l'amont. Ce sont des zones soumises à un fort cisaillement basal avec une redirection de la glace basale chaude, puisqu'on n'a pas du coup des formes hydrologiques en même temps que le cannelure. Donc on doit avoir du coup une redirection de cette glace un peu plus plastique. Et là, au niveau de la physiographie du plancher à l'aval, donc là tout à l'heure je vous parlais de la limite de la plateforme côtière, des prismes de ligne d'ancrage au large du CSP, ou par exemple, je ne vais pas parler, mais c'est un relief de Costa. Ces morphologies-là à l'amont peuvent avoir joué un rôle stabilisateur, et c'est peut-être à partir de ces stabilisations-là, donc on a une phase de déstabilisation qui a amorcé du coup la formation des cannelures. Donc là, je vais l'expliquer dans deux diapos. Si on veut comparer avec la littérature, donc ce que j'ai remis en gras dans le texte, c'est les points communs qu'on a avec la littérature. C'est des processus d'écoulement présents au niveau des marges glaciaires et celles se distribuent en champs de mécanisme. C'est ce qu'on observe nous aussi. En termes de mécanisme d'érosion, nous, c'est essentiellement de l'abrasion et pas de l'arrachage latéral de blocs ou d'hydrologie sous-glaciaire. En termes de zone de déclenchement des courants glaciaires, nous, c'est pas le cas parce qu'on n'a pas ces signes-là à l'amont. En tout cas, on n'est pas aligné avec des linéations glaciaires, des MSGL. On est vraiment sur un processus qui vient de l'aval. On a une accélération de la vitesse, on suppose. Le rapport d'élongation, nous, il est plus faible. Il est 8 pour 1, c'est-à-dire 8 mètres de long pour 1 mètre de large en moyenne. Ça, c'est dû donc à notre escarpement. On n'a pas une longueur d'appui infinie. C'est-à-dire que quand notre escarpement est terminé, bah, c'est pour ça qu'on a essentiellement
du coup, des rapports plus faibles. Et la lithologie n'est pas un facteur dominant. Oui, pourquoi? Parce que nos cannelures sont bien disposées en 5 zones différentes et pourtant l'escarpement se poursuit dans ces interzones. La lithologie est plutôt homogène et pourtant on ne va pas marquer les cannelures dans ces interzones-là. Donc ça veut dire que c'est un autre facteur qui domine la répartition des cannelures. Là, je vous ai remis donc en point rouge, donc c'est tous les points et aussi les points verts, c'est les points qui ont été du coup décrits des cannelures par le passé. Et là, je vous ai remis le petit modèle de formation pour mieux vous expliquer en tout cas l'ondulation. On voit qu'on a une concentration, donc quand le glacier glisse sur le substrat rocheux, on va avoir une organisation en couloir de débris sous-glaciaires qui vont en tout cas forcer une érosion dans certains couloirs. Et voilà, plus nos couloirs sont matures, plus on a tendance à du coup creuser et amplifier les cannelures. Pour le modèle de formation. Donc, figure bilan, donc je vais d'abord commencer par l'explication de cette figure. Donc là, on est sur un tronc sec aval-amont. On a donc le glacier qui est flottant en mer, avec du coup une ligne de flottaison. Là, du coup, les grandes crevasses, vous voyez, c'est une zone d'extension du glacier. Lorsqu'il flotte en mer, il est fragilisé par les différentes marées. On a ici cette courbe rouge qui montre l'augmentation de la vitesse du glacier. Donc, c'est normal que plus on se rapproche de la zone flottante, plus on accélère le glacier. On a cette zone de transition qui est importante parce qu'on est sur des zones qui peuvent être soumises. Donc là, dans le cas du Golfe, il y a des zones océans qui sont soumises à la marée, mais du coup, qui sont aussi soumises à un glacier qui s'amincit en plongeant en mer. On a cette CTV, c'est-à-dire la limite entre la glace très froide au-dessus et la glace plastique un peu plus molle, plus chaude en dessous. Ce qui est important donc de nous de voir, c'est que la zone de A et de B, ce sont les zones, en tout cas, c'est la zone où se forment les canaux. Où est-ce qu'on est? On était du coup, c'est-à-dire une zone qui a 20 à l'amont de la zone de transition, c'est-à-dire on n'est pas soumis par cette zone d'extension où là on toucherait. Comme on est en flottaison à l'aval, on va peu toucher, enfin, on va faiblement impacter le substratum rocher et on ne peut pas être abrasif, en tout cas à ce niveau-là. Donc on est à l'amont de cette zone de transition où le basal shear stress, c'est-à-dire la contrainte de cisaillement, donc du glacier qui frotte sur le substrat, est la plus élevée. Et également, ce qui est important de comprendre, donc là, ce qui est zoomé avec la figure 2B où la cannelure est en rouge, c'est que dans cette zone-là, à l'amont, on a du coup cette glace un peu plus plastique qui va être redirigée à droite ou à gauche des proéminences rocheuses. Donc c'est pour ça que là, on va plutôt former par exemple des fiches-formes ici en pied et sur les côtés. Et on va avoir du coup cette glace plus froide, plus rigide, qui va être du coup, qui va impacter le dessus des proéminences rocheuses. La formation en quelques centaines d'années. Donc tout à l'heure, je vous montrais donc les différents reliefs de Cuesta, les prismes, en tout cas la limite de plateforme côtière. On a donc un glacier qui est au niveau d'un front, on est autour de 12 500 ans, il y a 12 500 ans, et à peine 2000 ans plus tard, on est déjà en domaine continental. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on est en début d'une phase d'accélération. C'est dès que le glacier va être déstabilisé, on va du coup former ces cannelures. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand on est en début de phase d'accélération, on va avoir du coup la contrainte de cisaillement basal, ici, qui va être très forte. Et quand le glacier commence et continue d'accélérer, eh ben, on va avoir cette contrainte-là qui va s'aligner à la vitesse et du coup, on va avoir tendance à moins frotter et du coup être moins incisif. On peut former des cannelures à ce moment-là, mais de façon beaucoup moins forte, beaucoup plus longue. Il aurait fallu beaucoup plus de temps. Donc, zone de transition avec les marges glaciaires à une vingtaine de kilomètres, ça je viens d'en parler. C'est une zone de cisaillement vertical qui est le plus fort. Et on a du coup cette limite glace froide tempérée qui est proche de la hauteur des proéminences rocheuses. Pour du coup cette phase de convulsion qui conclut cette partie, donc les cannelures enregistrent la phase de déstabilisation qui amorce la transition marche marine à continentale. On passe désormais au complexe sédimentaire de Pancoast, la seconde partie donc, de ce projet de recherche qui permet de répondre, je le rappelle, à la transition marin-continentale, de mieux comprendre cette transition-là. Donc, je vous ai remis le petit encadré orange qui est la zone du complexe sédimentaire de Pancoast, qui se situe donc à l'aval du lac Pancoast et à l'amont du petit village de Rivière-Pancoast. Vous le verrez dans des zones tout à l'heure. Si je redonne un contexte de déglaciation en termes d'années autour du CSP. Donc là, vous voyez le CSP en orange. Et je vous ai mis en trait transparent épais
les différentes stabilisations connues, en tout cas des marges glaciaires. On est donc à 12,5 autour des prismes de lignes d'ancrage profond, autour de 11,5 à 10 800 ans sur les prismes de lignes d'ancrage peu profond, ainsi que sur la moraine des Trinités, qui était ici en domaine continental. Donc là, elle était toujours en domaine marin, la marge. Et on a aussi le système de la côte nord, qui a permis, en tout cas avec l'âge, notamment cosmodéclinique de 9400 ans, de relier ce système morénique. Donc, ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai carté dans mon projet, et ce qui est en violet, c'était ce qui était existant avant grâce à la bibliographie. Donc, ça a permis de relier ce complexe assez important avec le complexe de Septime, le lac d'Aigle, qui est autour de 10 800, 8 200 ans. Voilà, donc on a à peu près cette transition d'un ordre large. Tout ne fait pas consensus dans cette compréhension du schéma de déglaciation, mais on serait entre 10 800 ans avec un front marin à 8 200 ans, un front continental. Plusieurs méthodologies ont été utilisées, deux approches hyper importantes et qu'on ne pouvait pas faire l'une sans l'autre parce qu'elles se complètent. Donc c'est une approche géomorphologique avec l'étude des données lidar notamment et une approche sédimentologique. Pour les données issues de l'approche géomorphologique, on a une cartographie des systèmes moréniques que je viens justement de vous parler. Donc là, vous voyez un zoom qui permet donc de voir ces 12 moraines cartographiées, donc de 0 à 11, donc les 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'elles ont été identifiées comme les plus vieilles, la plus vieille est la 0, la plus jeune est la 11, par du coup des effets de recoupement qui recoupe qui pour savoir qui est le plus jeune, le plus vieux. Elles sont réparties dans trois systèmes moréniques. Le premier, celui de Bétrinité, prisme de ligne d'ancrage plus profond que je viens d'évoquer, et celui de la côte nord qu'on a pu relier du coup à celui de cette île. Et un système isolé qui est vraiment d'amplitude beaucoup moindre, c'est quelques mètres de moraine, mais qui est quand même relié avec un système de moraine de récession ici. Donc, c'est pour ça que je l'ai conservé. Celui-là n'est pas corrélé. Voilà, c'est peut-être une stabilisation plus courte, en tout cas moins élaborée. Donc là, je vous ai remis un petit zoom des systèmes moréniques. Donc là, on voit donc, ces bourrelets-là. Je refais une toute petite définition pour ceux qui, voilà, pour réexpliquer une moraine, c'est-à-dire que quand le glacier se stabilise, en tout cas la marge se stabilise, le glacier continue de s'écouler et donc va amener ses débris sur un même front et du coup on va avoir un dépôt de bourrelets, de sable, de gros graviers qui ont été arrachés à la mousse. Et donc ça forme ces morphologies-là qui ont été cartées. Deux zones topographiques qui sont très importantes à comprendre dès maintenant, c'est-à-dire on a des zones de basse terre ici, donc au nord-est du lac et du CSP, donc le CSP ici, le complexe sédimentaire de Pentecôte. On a une zone plutôt de basse terre, c'est-à-dire comprise entre 100 et 150 mètres d'altimétrie, alors que ici, au sud-ouest, on a le haut plateau. On est autour de 500-600 mètres altimétrie. Donc, ça, on a vraiment une marche entre les deux. Et donc, c'est ça qui va expliquer, en tout cas, une préservation facilitée du signal de retrait, puisqu'en fait, lorsqu'on a une réavancée de la marche, par exemple, on va réavancer plus facilement dans les zones basses. Le glacier va plus facilement s'y engouffrer. Donc, on va plutôt favoriser, en tout cas au niveau des basses terres, des réavancées. Donc, on efface les signaux moréniques déjà existants, donc on réavance dessus. Alors qu'au niveau du haut plateau, on va plutôt conserver de manière plus simple, enfin plus facile, en tout cas, les signaux de retrait. Voilà. Deuxième approche géomorphologique, donc les terrasses fluvioglaciaires avec notamment des profils topographiques convexes. Là, je vais rapidement d'abord vous expliquer ce profil longitudinal. À l'amont, 10 km à l'amont, on a le prisme de ligne d'ancrage peu profond et à l'aval, excusez-moi, et à l'amont, on a le lac Pentecôte. Au-dessus du toit, du coup, sur le toit du CSP, on a différents systèmes de terrasses fluvioglaciaires. Donc, ça concerne la fin de l'histoire de remplissage du CSP. Elles vont s'encaisser successivement les unes, en tout cas les plus jeunes dans les plus vieilles. Et là, par exemple, on voit que la T1, elle va du coup subir un encaissement par la terrasse T2, et, etc., etc., qui vont du coup suivre la chute du niveau marin relatif. C'est-à-dire quand le niveau marin chute, eh ben, on peut recréer une nouvelle terrasse qui s'encaisse pour atteindre du coup le niveau de base. Pour l'approche sédimentologique, il y a plusieurs choses. Donc là, j'ai remis en carte donc les coupes et affleurements adjacents, donc, numérotés de A à E. Et on a ici donc le CSP avec les deux rivières qui insistent ce complexe et qui ont permis de mettre à jour euh, les différents affleurements qui ont permis de reconstituer les logs. Et donc, on a les logs numérotés de P1 à P8 qui sont dans l'axe de la rivière Pentecôte et ceux qui sont numérotés de P à PE dans l'axe de la rivière Dupont.
Vous voyez là donc différents logs, P7, P6, P3, PC et P1, qui sont des logs assez raffinés en termes d'information, puisqu'ils ont été permis à partir de données levées de terrain. D'autres logs s'ajoutent à ces derniers, ils sont issus d'imagerie drone, donc ils sont moins précis, mais ils ont permis de venir renforcer notre modèle de remplissage. Différents faciès, donc, que je vais vous évoquer. Ce ne sont pas tous les faciès qu'on a rencontrés, mais en tout cas, les principaux, en tout cas, qui permettent de mieux comprendre le modèle que je vous présente aujourd'hui. Les faciès de dépôt distaux. Donc, ça va être lorsque la marge est marine et qu'on va avoir une longue distance avec, du coup, l'endroit où on la dépose. Ils sont composés donc d'argile massive bioturbée à galets délestés. Qu'est-ce que fait un bloc dans des argiles fines? Alors, en fait, c'est quand on a une marge marine, comme je vous disais tout à l'heure, on a des arrachements d'iceberg et du coup, ceux-là vont fondre en mer et vont du coup déposer, vont délester ces blocs-là dans ces argiles massives loin. Donc, la chance qu'on a eue, c'est de retrouver les coquilles Gatella arctica dans cette coupe d'argile distale, de dépôt distaux. Et vu qu'elle est située quelques mètres au-dessus du substratrum rocheux, ça nous permet de situer en tout cas un âge de début de remplissage du complexe sédimentaire de Banque-Côte. D'autres faciès, donc les faciès turbiditiques. Donc rapidement, on a donc différentes gammes granulométriques. On peut avoir des argiles, du coup des alternances lamines argilo-sableuses et sablo-argileuses. On peut également avoir des lamines sablo-argileuses avec des classes de lamines de sédiments plus fins. On a aussi des sables massifs et on peut aussi avoir des chenaux à des remplissages conglomératiques. Ce que je voudrais vous montrer, pour ne pas vous embrouiller dans cette partie-là, c'est par exemple qu'on a des granoclassements, c'est-à-dire qu'on passe donc ici on passe de sable à des argiles, ici ça va être des argiles, des sables, puis des remplissages conglomératiques. Et qu'est-ce que ça signifie? Comme on enregistre à un même endroit et qu'on a du coup cette augmentation, cette granocroissance de sédiments, dans les sédiments, c'est-à-dire qu'on se rapproche de la source. Et là, qu'est-ce qu'est la source? C'est-à-dire la marge glaciaire. Donc, ça signe en tout cas des réavancées quand on a une augmentation ou des retraits quand on diminue en gamme granulométrique. Pour l'affleurement P3, on a donc deux retraits et deux réavancées. Les cyclistètes, donc, on a observé aussi d'autres morphologies, les cyclistètes qui sont aussi des turbidites haute densité. Elles sont issues donc de coulées turbidiques successives subaquatiques sur de fortes pentes en domaine marin, subaquatique. Elles sont comme les amplitudes, elles ont des surfaces aval érosives et des surfaces amont aggravantes. Elles forment donc des pseudo-chenaux, des pseudo-frontaux. Mais ce que je voudrais que vous reteniez ici, c'est qu'elles nous permettent de nous donner des indicateurs de direction de paléoécoulement. Par exemple, là, si on voit ce schéma de JNEPAL 2021, donc on voit donc le sens d'écoulement des turbidites et on a donc, lorsqu'on est perpendiculaire, on forme des chenaux, alors que lorsqu'on est parallèle à l'écoulement, on forme des pseudo-forceps. Et ben, c'est ce qu'on voit ici. En rouge, donc on est sur des chenaux, donc l'écoulement se dirigeait vers l'affleurement. Ici, les pseudo-forceps montrent qu'on avait un écoulement de droite à gauche au niveau de l'affleurement PV. Ce qu'on a remarqué, en tout cas, dans certains faciès à cyclique ce sont des rythmiques, c'est-à-dire une cyclicité dans les dépôts des sédiments. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une alternance de sable, argile, et du coup, ça forme des couplets, et ces couplets ne sont pas symétriques. Donc ici, c'est une cyclicité issue du coup d'un signal de marée, donc un signal tidal. Donc, on est soumis dans l'estuaire et dans le golfe du Saint-Laurent à du coup un signal semi-diurne, comme en Normandie par exemple, où on a deux marées hautes par jour et deux marées basses par jour. Sauf que ici, elles ne sont pas du tout de la même amplitude. En Normandie aussi, c'est le cas, mais ici, c'est vraiment fort. Et on observe donc que cette différence-là va influer donc dans l'enregistrement ici. Par exemple, à la plus haute marée haute, on va plutôt déposer, donc, je vais vous réexpliquer rapidement les flèches. Donc, ce qui est particulier dans ce système fluvioglaciaire, quand on a le glacier pas très loin, c'est qu'on a toujours un vecteur qui amène des sédiments fluviatiques. On a beaucoup de sédiments qui arrivent. Et donc, ça va se marquer en tout cas dans cette cyclicité-là, avec là, ici, on a des dépôts d'argile fine en base des forceps. Ensuite, suivi de la marée basse la plus importante de la journée, on va avoir un niveau de base qui diminue, donc on appelle beaucoup de sédiments, en tout cas de sédiments plus grossiers.
Donc, on arrive sur ce sédiment-là. Ensuite, deuxième marée haute de la journée, on dépose à nouveau des argiles fines en base de forceps. Et sur la, du coup, la deuxième marée basse qui est de plus faible amplitude, donc un peu plus haute, on va avoir à nouveau un appel de sédiments plus grossiers, mais là en moins grande quantité. Ce qui fait cette succession en couplet et du coup qui transcrit un signal TIDA. Ça permet du coup de retomber sur des taux de sédimentation instantanés, par exemple. Au niveau de l'approche sédimentologique, donc si on remet en carte les différentes paléodirections d'écoulement, on a observé qu'on avait normalement l'écoulement glaciaire se fait du glacier qui était à l'amont au niveau du lac en côte vers le golfe du Saint-Laurent, mais on remarque qu'on a vraiment un système à part avec des flèches qui arrivent latéralement depuis le haut plateau. Donc ces indices-là m'ont forcé à aller chercher au niveau du haut plateau, d'un point de vue géomorphologique, et on s'est rapidement aperçu que lorsque la marge glaciaire au niveau de ces moraines-là, on a un système fluo-glaciaire qui se mettait en place et qui permettait donc d'apporter latéralement des sédiments. Donc on a un PA, P3 surtout, où c'est surtout visible. Et on a aussi, par exemple, un système de lac perché, donc l'exutoire est bloqué par la marge glaciaire, on appelle ça un barrage glaciaire, qui a été du coup enregistré grâce à cette petite terrasse qui a 248 mètres, qui est toujours à 248. Si on combine donc ces deux approches, géomorphologique et sédimentologique, on obtient un modèle 3D comme ça. Donc là, ici, vu du dessus, c'est du coup la carte géomorphologique et les deux profils, enfin, du coup, c'est la disposition des différents logs le long de la rivière Pentecôte ici et de la rivière du Pont ici. Elle permet donc de montrer notamment l'importance de l'apport latéral dans les premières phases et on voit ici l'encaissement des terrasses glaciaires dans les dernières phases. Ce qu'on voit également, c'est ici j'ai repositionné donc l'âge dans des coquilles Gatella-Arctica, dans les argiles distales, autour de 10 600 ans. Et, euh, et ici, donc, on a deux âges qui avaient déjà été faits, ceux par Pierre Dietrich en 2017 et de Linda Brege en 76, qui datent les derniers forceps à cyclic step du CSP et qui nous permettent de fixer une fin, en tout cas, de remplissage du CSP. On est vraiment chanceux puisque du coup, on a un fonctionnement, ça nous donne un âge de fonctionnement approximatif du complexe en 1450. Donc là, je vous ai remis en carte les différentes étapes de retrait, et donc les différentes étapes qui expliquent la transition marin-continentale locale au niveau du complexe de Pentecôte, avec ici les marges qui vont se retirer progressivement et une chute du niveau marin qui se fait aussi progressive. Je vais détailler une à une ces étapes. Donc, à 10 600 ans, on a l'ouverture, c'est-à-dire un retrait important de la marge glaciaire depuis le prisme du ligne d'ancrage peu profond vers du coup ce front qui a été partiellement enregistré ici et qui n'est pas ici parce qu'il a été repassé par les stabilisations suivantes. Et on dépose des sédiments distaux dans PE et dans PC, et notamment les premières coquilles à 10 600 ans. Quelques centaines d'années plus tard, à 10 400 ans, on a une avancée généralisée qui va être signé dans la première réavancée de T1. C'est-à-dire qu'on va avoir ce système fluo-glaciaire qui se met en place, ainsi que le lac Perché. Et on a des dépôts turbidiques, notamment dans P3, P6 et PE. À 10 100 ans, donc on a à nouveau un retrait généralisé avec le maintien des apports latéraux. On a une programmation du système T1 dans la partie inférieure de P3 et du système glaciolacustre ici. Vers 9600 ans, on a à nouveau un retrait généralisé, mais on maintient la marge au niveau de l'apport latéral. On a des dépôts de cycle 7 terminal dans P3 et P2. Vous vous souvenez quand je vous montrais la coupe de P3 avec les retraits avancés. Là, on est dans la dernière réavancée. On a du coup le conglomérat de criques pavées, donc c'est une carrière qui est exploitée pour encaisser en tout cas les routes. Et donc, on est beaucoup plus proche du système fluo-glaciaire. C'est pour ça qu'on a vraiment de gros blocs ici. Et ici, on est plutôt sur des cycles steps. Et du coup, on a aussi des dépôts de cyclocètes dans P7. Là, on voit qu'on a toujours un front marin dans l'axe du lac Pentecôte, parce qu'on est bien en front continental sur le haut plateau, mais dans l'axe du complexe de Pentecôte, on est en front marin. Et l'étape suivante, on passe en front continental, c'est-à-dire qu'on a suffisamment rempli en sédiment l'amont, et là, on arrive sur un sang dur, avec du coup un développement du système fluo-glaciaire sur son toit, avec des dépôts de cyclistèpes sablo-argileuses dans PC et PD. Quelques années plus tard, vers 9400 ans, on a un retrait généralisé, une stabilisation locale sur le sang dur, un développement du système fluo glaciaire, et là on apporte toujours des cyclistèpes dans PD et dans PC.
On a un second lac proglaciaire qui se met en place par barrage, du coup, parce qu'on avait un exutoire qui est barré par la marge à 330 mètres d'altitude. Vers 9400, on a un faible retrait généralisé, une stabilisation locale sur le sang dur. Donc, on voit que le sang dur se développe encore et va encaisser dans le système T1. Et vers 9300 ans, donc on a à nouveau encore un retrait généralisé de la marge glaciaire, mise en place de la terrasse T3, qui va venir contourner du coup, le système morainique parce qu'il est assez haut altimétriquement. Donc, on passe sur le côté et on va alimenter en cyclistep ces logs sédimentaires-là. Vers 9200 ans, on a une mise en place de la terrasse T4 et le dépôt donc des cyclistèpes terminales dans P1, notamment avec les coquilles. Et donc, quelques 200 ans plus tard, là, la marge glaciaire va se décoller du coup du front qui permet d'alimenter le complexe sédimentaire de Pentecôte et n'y reviendra jamais. Donc, on a un abandon du système. On n'apporte plus de sédiments ici. Les sédiments vont venir en tout cas, se déposer à l'amont du lac et on va venir progressivement inciser. Donc, là, il y a une avulsion de la rivière Pentecôte vers son actuel lit. Il passe sous le niveau T4, mais il passe sous le niveau T5. Et elle va venir progressivement s'inciser avec la chute du niveau marin relatif. Également, on va avoir donc des terrasses. Donc là, on va avoir un encaissement progressif vers la Pentecôte, vers 8200 ans. Et actuellement, donc, on a eu aussi un encaissement de la rivière du Pont qui ont suivi le niveau marin relatif. Donc, ce que j'ai mis en jaune, c'est le pont, la reprise littorale, c'est-à-dire les sédiments, en tout cas, les sédiments, les dépôts paraglaciaires qui arrivent et qui vont venir faire des plages soulevées qui s'encaissent au fur et à mesure avec la chute du niveau marin relatif. Si on doit conclure sur le CSP, donc c'est une mise en place en 1450 ans. Elle enregistre 8 moraines, grâce notamment au haut plateau. C'est deux stabilisations majeures à 10 400 et 9 300 ans et une estimation du taux de retrait qui est permise grâce à la conservation notamment du haut plateau qui est autour de 8 mètres par an. Pour la phrase qui conclut, donc c'est une histoire complexe de réavancée-retrait qui est enregistrée en géomorphologie mais aussi en sédimentologie et qui enregistre la transition marin-continentale de la marge glaciaire. Donc pour la synthèse, donc là, je vous ai remis un graphique assez important. Donc, en rouge, c'est un profil topographique entre A et B. Le A, c'est la marge glaciaire qui se situe au niveau du talus continental. Et B, c'est lorsque la marge glaciaire a complètement fondu. Et on voit donc qu'on a deux plateaux. Un à moins 500 mètres, qui est le chenal laurentien, qui est extrêmement profond. Et un plateau aussi qu'on a du coup près du CSP, qui est autour de 500 mètres d'altitude. Ça fait du coup un escarpement qui est énorme, qui fait plus de 1000 mètres de dénivelé. Et donc, il va avoir un rôle notamment dans l'histoire de déglaciation. Donc là, je vous ai remis, donc, ici en échalisatrice, c'est les distances entre 0, le talus continental, et plus de 1700 km au niveau du point B, le glacier qui fout. Et ici, là, l'échelle verticale, l'échelle de temps, 20 000 ans, c'est-à-dire le dernier maximum glaciaire, et 6 000 ans, la fin du glacier. On voit le pointillé bleu foncé, donc ça va être le retrait de la marge glaciaire. C'est-à-dire qu'on voit que en très peu de temps, elle va se retirer très rapidement dans le chenal laurentien. Mais par contre, lorsqu'elle va s'approcher de l'escarpement côtier, on va avoir un fort ralentissement, du coup un retrait spatial plus faible au niveau de l'escarpement côtier. Donc là, on resitue dans l'encadré orange et vert où se situe du coup, dans les cannures et le complexe alimentaire de Pentecôte. Et ce qu'on voit également, c'est qu'on a une concomitance avec des phases climatiques froides qui sont remis ici en bleu, donc la phase de Bollinger-Rod, Dryas récent, préboréal, les événements de 10 400, 9 300 et 8 200 qui sont des événements froids, qui vont aussi favoriser, en tout cas, qui vont aider la marge à ralentir encore plus au niveau de cet escarpement côtier. Si je fais un zoom sur ce que nous apporte, par exemple, le CSP, on va voir donc ici, donc là, ça va être la position de la marge glaciaire d'un point de vue plus local. On voit que le complexe de Pentecôte va signer donc deux stabilisations majeures, celle de 10 400 et de 9 300 ans, et que la géomorphologie et la sédimentologie va permettre de nous renseigner sur un signal de plus haute fréquence grâce au système cette petite ondulation que vous voyez, c'est un retrait, réavancé, retrait, réavancé. Et donc, on observe qu'en tout cas, on enregistre dans le complexe de Pentecôte plus de 8 systèmes de réavancé, retrait, réavancé. Donc, c'est vraiment
C'est pas tout le long de la côte nord, ça va vraiment être un système très localisé qui est notamment fortement influencé par la présence du haut plateau qui est juste à côté du complexe de Pentecôte et qui montre que du coup, à des échelles locales, la marge, elle est vraiment plus dynamique, plus sensible à certains facteurs. Donc, pour conclure, l'approche géomorphologique et sédimentologique couplée a permis d'apporter que les cannelures montrent une dynamique de retrait synchrone le long de la côte nord du Saint-Laurent, dictée par des spécificités locales, et notamment la physiographie héritée du plancher, les proéminences rocheuses et une accélération régionale de l'écoulement glaciaire qui précède la transition marin-continentale. Le CSP, quant à lui, il suggère une transition ponctuée par deux événements climatiques froids, à 10 400 et 9 300 ans, qui représentent des stabilisations majeures. Cette étude suggère aussi un ralentissement régional du retrait de la marche facilité par le haut plateau et donc le toit de l'escarpement. Les phases de stabilisation mineure sont influencées par la physiographie héritée à des échelles locales, par exemple le haut plateau, le cerf rocheux, le lac Pentecôte et les pendures qui ont favorisé des légères stabilisations. Si on veut par exemple faire une petite comparaison avec le système de Pierre-Olivier Couette en 2023, qui se situe vraiment pas très loin, donc c'est le profil de la carte ici en rouge, on voit qu'on n'a pas du tout le même schéma que nous. On a un retrait, donc là, les différentes lignes pointillées, c'est, donc là, la marge est autour de 13 000 ans, ici 7 000 ans, 6 000 ans. Donc ça va être un retrait rapide, mais à la fois continu spatialement. On n'a pas l'énorme ralentissement que nous, on note au niveau de l'escarpement côtier de la côte nord. Et donc ça montre que même régionalement, en tout cas juste à côté, ben, on n'a pas du tout la même dynamique et que la physiographie du plancher influe ici, dans ce cas, beaucoup. Pour évoquer quelques perspectives, donc on peut, à la suite de ces travaux, proposer une caractérisation systématique qui associe cannelure et forme T afin d'améliorer la compréhension sur les paramètres glace basale tempérée, glace basale froide, et afin de l'appliquer sur les anciennes glaciations où ça pose parfois problème, notamment dans les études de 2023. On peut également essayer d'accentuer l'étude morphostratigraphique à l'aval du lac Pentecôte afin de renforcer le modèle de retrait dans ses premières étapes et de mieux connecter le lac Pentecôte avec le CSP. C'est notamment un travail qu'avait surtout fait Alexandre Gagnon-Poiré en 2018, où il s'était surtout intéressé au remplissage du lac Pentecôte, enfin du lac Pentecôte. Et moi, je me suis surtout focalisé sur le CSP, mais c'est vrai que la jonction entre les deux systèmes n'est pas encore vraiment bien calée. Ça pourrait être notamment quelque chose à faire. Et pour finir, l'enregistrement de la transition et plus particulièrement du ralentissement du retrait de la marge est marqué par l'escarpement et par plusieurs événements froids. Il serait alors intéressant d'essayer de dissocier ces facteurs pour mieux comprendre quel facteur domine à quel moment, pourquoi. En tout cas, d'essayer d'affiner ce genre de choses. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.